Comment investir dans des ETF? C'est probablement la question que tu te poses si tu as cliqué sur cette vidéo. Je vais donc t'expliquer ce qu'est un ETF, pourquoi c'est un excellent choix d'investissement, où tu peux les acheter et aussi quels sont les ETF les plus populaires. Je te montrerai également comment choisir le bon ETF en fonction de tes objectifs. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais aussi détailler 2 stratégies d'investissement qui sont très efficaces et je t'expliquerai aussi comment passer un ordre pour acheter un ETF sur un courtier en ligne. En sortant de cette vidéo, tu auras donc toutes les clés pour pouvoir investir de façon sereine dans les ETF. Tu maîtriseras toutes les notions de base pour te lancer dans cet investissement. Je suis Quentin, j'investis en bourse depuis plus de 5 ans et depuis récemment dans l'immobilier. Je suis aussi expert de l'épargne salariale en entreprise. Je t'invite à t'abonner si tu veux en apprendre davantage sur les finances personnelles ainsi que sur l'investissement en général. Pour débuter cette vidéo, on va définir ce qu'est un ETF. Un ETF, qui est donc l'acronyme d'Exchange Traded Fund, pourrait être traduit comme fonds négocié en bourse en français. Pour être plus précis, on va parler d'un fonds d'investissement coté en bourse. Il existe un autre nom qu'on peut donner aux ETF, qui est le terme de tracker, qui correspond assez bien à ce qu'il est réellement, parce qu'un ETF, ça va répliquer la performance d'un indice boursier. En général, cet indice boursier va être composé de plusieurs actions. Je te donne un exemple d'indice boursier, ça peut être le CAC 40. Le CAC 40, lui, tu dois peut-être être familier avec ce nom, ce sont les 40 plus grosses capitalisations en France. Donc acheter un ETF, ça permet d'acheter finalement l'indice et toutes les actions qui composent cet indice. Pour le CAC 40, par exemple, tu aurais du Air Liquide, du Total, du Airbus, du Safran, etc. Mais les ETF peuvent aussi permettre de répliquer d'autres actifs que les actions. Ils peuvent par exemple répliquer la performance du Bitcoin, de l'or ou encore de certaines obligations. Quand on parle de fonds d'investissement, il y a 2 grandes familles qui vont se dissocier. La première, ça va être la forme historique de fonds d'investissement, ça va être la forme active. Quand on parle de fonds actifs, cela implique qu'il va y avoir toute une équipe qui va être dédiée dans ce fonds d'investissement, notamment à battre la performance des indices de référence. En gros, avoir un fonds actif, cela veut dire payer des gens pour pouvoir performer et faire mieux que le marché. Cela implique que donc ces analystes financiers au sein du fonds d'investissement analysent tous les comptes de résultats des entreprises cotées dans l'indice et se positionnent en fonction de ces résultats sur les actions qu'ils jugent être les plus performantes. A contrario, les fonds passifs comme les ETF vont répliquer la performance d'un indice mais de façon automatique, c'est-à-dire qu'elles vont pas s'embêter à essayer de battre l'indice de référence, elles vont juste simplement le répliquer. En faisant cela, on va donc pouvoir assez logiquement se passer des analystes financiers puisqu'on n'a pas besoin de battre l'indice de référence, puisque notre but c'est simplement de le répliquer. Il suffit donc à l'ETF d'acheter et vendre les actions en fonction des entreprises qui rentrent et sortent de l'indice. Évidemment c'est un peu plus compliqué que cela, mais je simplifie au maximum pour que tu aies quand même toutes les informations à ta disposition. Il faut savoir que 80% des fonds actifs n'arrivent pas à battre leur indice de référence. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien cela signifie que seule une petite proportion des fonds actifs valent le coup. Dans 80% des cas, on va préférer passer sur un ETF, donc qui sera un fonds à gestion passive. Finalement, nous, ça nous arrange pas mal parce qu'on va préférer les fonds passifs parce qu'ils sont beaucoup moins chargés en frais que les fonds actifs. Donc non seulement on est sûr de répliquer totalement la performance d'un indice, mais en plus on a très peu de frais. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. On va dissocier 2 grands types d'ETF. Le premier, ce sont les ETF distribuants. Ces ETF vont distribuer les dividendes. Cela signifie que tu vas recevoir en cash la somme des dividendes chaque trimestre ou chaque mois ou chaque année en fonction des ETF sur le support que tu utilises. L'autre type, ce sont les ETF capitalisants. Là, tu ne vas pas recevoir les dividendes, mais ils vont être directement réintégrés dans l'ETF, augmenter ta part et donc de fait augmenter directement ta performance. Cela signifie pour les ETF capitalisants que tu n'auras pas à réinvestir l'argent, c'est fait de facto. Cela signifie 2 choses. Déjà, tu n'es pas taxé sur tes dividendes si jamais tu en reçois. Ça peut être le cas si jamais tu as un compte titre, j'y reviendrai plus tard, mais si jamais tu reçois des dividendes, tu peux avoir de la taxation. Et donc, par exemple, en perdre 30%. Le fait d'avoir un ETF capitalisant permet d'éviter cette imposition. Déjà, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, à moins d'investir les dividendes dès que tu les reçois, eh bien, tu peux perdre en performance, tout simplement parce qu'il y a un laps de temps entre le moment où tu réinvestis tes dividendes et le moment où tu les as effectivement perçus. Ce laps de temps, eh bien, il peut générer tout simplement une perte de performance. Donc, il est conseillé de se diriger vers des ETF capitalisants pour ces 2 raisons.
Maintenant que tu sais un peu mieux ce qu'est un ETF et comment il fonctionne, eh bien je vais te donner quelques bonnes raisons d'investir dans un ETF et aussi te décrire ceux à qui les ETF s'adressent en particulier. Donc déjà, ce qu'il faut savoir quand on achète un ETF, ce n'est pas pour faire du trading. Quand on parle d'investissement, on parle sur le long terme. Donc quand on investit de l'argent dans des ETF ou dans des actions en général, eh bien il faut avoir une vision long terme. On est là pour 5, 10, 15, 20 ou 30 ans. Le but, ce n'est pas de revendre des actions demain parce qu'elles auront gagné en valeur. Le but, c'est de les conserver le plus longtemps possible. Le trading, c'est une autre discipline, elle est très compliquée. Seuls quelques traders sont professionnels, c'est-à-dire qu'ils tirent de l'argent de leur activité, et il y a très peu de traders qui arrivent à être en positif chaque mois. Donc c'est pas du tout ce qu'on va chercher à faire ici. Alors comme on l'a vu juste avant, les ETF ont des frais très réduits, parce qu'ils sont tout simplement des fonds à gestion passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des analystes financiers pour répliquer la performance d'un indice, ça se fait quasiment automatiquement. Donc ces frais réduits seront forcément très attractifs pour nous de façon générale. Ils peuvent varier, disons, de 0,10% par an à 1% par an, mais en général, les ETF qui répliquent des actions ne dépassent pas 0,5% par an. Pour dépasser ces 0,5% par an, on va être sur des ETF un peu plus compliqués, par exemple des ETF avec effet de levier, sur lesquels je ne vais pas revenir dans cette vidéo. Un autre avantage crucial des ETF, c'est la diversification immédiate. Je t'explique rapidement, mais imaginons que tu veuilles acheter des actions en les choisissant toi-même. La base en finance, c'est d'être diversifié. Imaginons qu'un secteur, par exemple les nouvelles technologies, perde du jour au lendemain 10%. Eh bien, si tu n'as que des actions qui concernent ce secteur, eh bien tu vas toi aussi perdre 10%. Maintenant, imaginons que tu aies certes des actions d'entreprises de nouvelles technologies, mais imaginons que tu aies aussi des entreprises d'actions des secteurs pétroliers. Eh bien, si les nouvelles technologies font moins 10%, il se peut très bien que les valeurs pétrolières, elles, fassent plus 10%. En étant diversifié, tu peux compenser les baisses d'un secteur par les hausses d'un autre. C'est pour ça qu'il est très important d'être diversifié. Je résume très simplement la chose ici. Le but, c'est d'avoir le plus de secteurs d'activité possible et aussi le plus de secteurs géographiques possible. Donc les ETF amènent cette diversification. Quand tu achètes un ETF CAC 40, tu achètes directement 40 actions différentes. Alors certes, ce n'est pas vraiment toi qui vas acheter les 40 actions des 40 entreprises, c'est l'ETF qui lui va acheter ces actions. Il va aussi les pondérer pour que, en proportion, les entreprises correspondent bien à ce qu'elles représentent dans la valeur totale de l'indice. Voilà de façon très simple pourquoi c'est intéressant d'acheter un ETF pour la diversification. Imagine que toi tu veuilles te diversifier et te créer un portefeuille d'actions que tu choisis toi-même. Cela signifie que tu vas devoir acheter énormément d'actions avant d'être diversifié, que ce soit en termes d'activité ou en termes géographiques. Cela ne va probablement pas correspondre à ta stratégie d'investissement si, imaginons, tu n'as que 100 € par mois à mettre. En sachant qu'une action Air Liquide vaut presque 200 €, tu vas mettre beaucoup de temps à acheter toutes les entreprises du CAC 40 et à être du coup diversifié en choisissant les actions toi-même. Un autre avantage des ETF, qui est lié au fait qu'ils répliquent des indices, eh bien c'est le fait qu'il y a une fonction auto-nettoyante. En fait, quand on a les 40 plus grandes capitalisations de France, dès qu'une action va sortir d'un indice parce qu'elle ne fait plus partie des 40 plus grandes capitalisations en France par exemple, eh bien cela signifie que l'entreprise va sortir elle aussi de l'ETF. Finalement, avec cette fonction, on a un peu le beurre et l'argent du beurre parce que on garde les entreprises les plus performantes au sein de l'indice et en plus on se débarrasse des moins performantes tout simplement parce qu'elles vont sortir de l'indice si par exemple leur capitalisation baisse trop fortement. Maintenant, quel est le profil de l'investisseur idéal pour les ETF? Eh bien ça va être quelqu'un qui débute en bourse, quelqu'un qui souhaite investir régulièrement en un minimum de temps, quelqu'un qui cherche une croissance stable mais aussi diversifiée et quelqu'un qui veut minimiser les risques qu'il prend en investissant. Pour être très franc avec vous, ça correspond aux objectifs de beaucoup d'investisseurs et moi y compris. C'est donc pour ça que moi aussi, j'investis quasi exclusivement sur des ETF. Une question qui va se poser aussi, c'est oui d'accord à acheter des ETF, mais où les placer? Il existe différents supports, je vais t'en donner 3 pour exemple, mais on va s'attarder seulement sur 2 parce qu'ils sont les plus intéressants pour un débutant. Le premier exemple, c'est l'assurance vie. Dans certains contrats d'assurance vie, eh bien, tu peux acheter des ETF. Alors ça dépend vraiment des contrats, il faut savoir que la plupart des contrats d'assurance vie sont très chargés en frais, et donc on va éviter de s'y diriger. Un autre support d'investissement qui existe, eh bien, c'est le plan d'épargne en actions, qui est donc le PEA. Ce PEA, il permet d'acheter des actions ou alors des fonds comme des ETF européens. Le PEA a une fiscalité très avantageuse s'il est détenu plus de 5 ans. En effet, détenu plus de 5 ans, eh bien, il n'est plus fiscalisé, il y a seulement les prélèvements sociaux de 17,2% sur les plus-values éventuelles que tu auras réalisées au sein de ton PEA. Un autre avantage du PEA, c'est que c'est une enveloppe qui permet la capitalisation des gains.
Tout à l'heure, on parlait des ETF capitalisants et des ETF redistribuants. Eh bien, dans le PEA, si tu as un ETF redistribuant et que tu perçois des dividendes, comme ça reste au sein de l'enveloppe du PEA, eh bien, tu ne seras pas fiscalisé. Le seul moment où tu peux être fiscalisé dans le PEA, c'est quand tu retires de l'argent de ton PEA pour le transférer vers un autre compte. Comme tu es censé le garder au moins 5 ans, eh bien, ce n'est pas vraiment censé arriver au moins pendant ces 5 ans. Et par la suite, je te conseille fortement de garder le plus possible ce PEA parce que c'est un super support d'investissement. En plus des dividendes, on peut aussi très bien revendre des actions au sein de son PEA. Cela signifie qu'on aura de l'espèce au sein de son PEA. Eh bien, cette espèce ne sera pas fiscalisée. C'est vraiment, comme je disais juste avant, le fait de sortir l'argent du PEA qui déclenche la taxation. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique qu'on peut faire des arbitrages au sein de son PEA sans avoir à déclarer des plus-values tous les ans à la Direction Générale des Finances Publiques. Cela permet une certaine liberté et cela permet aussi donc de ne pas être imposé sur des plus-values qu'on ferait ou bien des dividendes qu'on percevrait tant qu'on reste au sein du PEA. Ça augmente évidemment la performance que l'on en retire à la fin. Alors évidemment, le PEA a quelques désavantages. Le premier, c'est qu'il y a un plafond de versement de 150 000 euros. Tu vas me dire, 150 000 euros, c'est énorme, et c'est vrai. Tu vas peut-être mettre 10, 20 ou 30 ans pour arriver à ce plafond. Mais le vrai problème, c'est que ça n'a pas été ajusté vis-à-vis de l'inflation, et ce depuis des années. Cependant, pour être précis, eh bien, la valeur du PEA, elle peut très bien dépasser 150 000 euros. Donc la valorisation des titres au sein du PEA peut dépasser 150 000 euros. Ce qui ne peut pas dépasser 150 000 euros, eh bien, c'est la somme totale que tu auras toi versée depuis l'extérieur vers ton PEA. Le deuxième support d'investissement très intéressant, eh bien, c'est le compte titre. Le compte titre, lui, permet d'acheter quasiment n'importe quel actif et ce, partout dans le monde. C'est là où on voit la différence avec le PEA qui, lui, va se limiter aux actions et aux fonds européens. La fiscalité du compte titre, elle reste aussi très attractive en France pour l'instant. À l'heure où je parle, on a le prélèvement forfaitaire unique qui est à hauteur de 30%, composé de 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% d'impôt sur le revenu. Il est question de peut-être augmenter ce prélèvement forfaitaire unique à 33%. Plus communément, on appelle d'ailleurs ce prélèvement forfaitaire unique PFU ou alors flat tax. Maintenant, un des désavantages du compte titre, eh bien, c'est qu'il faut déclarer les dividendes que l'on perçoit chaque année. Il faut aussi déclarer les plus-values que l'on fait ou les moins-values d'ailleurs que l'on fait si eh bien, on vend un titre au sein du compte titre. C'est pas vraiment comme le PEA où là, le PEA c'est vraiment une enveloppe qui est protégée et tant que rien n'en sort, il n'y a rien à déclarer. Dans le compte titre, dès qu'on fait des opérations, eh bien en général, il faut déclarer aux impôts. Maintenant, ce compte titre, évidemment, ça reste un super outil parce qu'on peut acheter quasiment n'importe quel actif. Il va être particulièrement pertinent si tu as déjà dépassé le plafond de versement de ton PEA, donc dépassé le plafond de 150 000 euros. Il peut aussi servir, par exemple, si tu as envie de faire un peu de stock picking, par exemple sur les marchés US ou en tout cas en dehors de l'Europe, eh bien tu pourras le faire sur le compte titre. Maintenant, je recommande surtout de maximiser l'investissement que tu auras sur ton PEA, évidemment, pour les raisons fiscales et aussi parce que c'est plus simple. Tu n'auras pas de fiscalité à déclarer tous les ans. Maintenant que tu connais le PEA et le compte titre et que tu sais qu'on peut y acheter des ETF au travers, eh bien je te propose de revoir les différentes banques ou les différents courtiers sur lesquels tu devrais acheter des ETF. Alors à titre personnel, je vais avoir tendance à conseiller les banques en ligne telles que Fortuneo ou Boursorama. Les frais de courtage et les frais en général y sont très faibles. Ça ne va pas être le cas des banques traditionnelles comme par exemple le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la BNP, la Société Générale, etc. En général, ces banques traditionnelles vont avoir des PEA qui sont très chargés en frais. Et les frais, c'est de la performance en moins, donc on veut éviter d'en avoir le plus possible. Donc je t'invite à créer un PEA davantage sur Fortuneo ou Boursorama. Il faut savoir que Trade Republic vient de sortir son PEA. On n'a pas encore le recul nécessaire pour dire si oui ou non on peut conseiller Trade Republic, mais à la vue de ce qu'ils font avec leur compte titre, j'aurais tendance à dire plutôt oui. Maintenant, pour ouvrir un compte titre, eh bien, ça va être la même histoire. Finalement, les banques traditionnelles, elles vont avoir énormément de frais supplémentaires qui vont venir gréver la performance et qu'on n'a donc pas envie d'avoir. Je conseille donc Fortuneo, Boursorama ou Trade Republic. À savoir que Trade Republic a un avantage sur les autres parce qu'il permet d'acheter des fragments d'actions ou d'ETF. C'est particulièrement utile si tu souhaites investir à un montant, par exemple 20 euros par mois ou 30 euros par mois, qui ne va pas te permettre d'acheter tous les ETF dont tu aurais envie. Parce qu'il faut savoir que les ETF ont une valeur de part, ça peut être 40 euros, ça peut être 100 euros, ça peut être 500 euros, et que donc pour pouvoir acheter ces ETF, il faut que tu mettes ce prix-là. Sauf dans le cas de Trade Republic qui ont un compte titre qui permet d'acheter donc des fractions d'ETF. Ce n'est pour l'instant pas possible dans leur PEA et ce n'est d'ailleurs possible dans aucun PEA. Mais voilà, c'est une information à savoir. Après, il faut aussi savoir que pour chaque indice, eh bien, il y a des ETF dans des gammes de prix pour la valeur de part assez différents. En général, ça va de 5 euros à 1000 euros. Donc, il ne sera pas forcément nécessaire d'avoir à acheter des
fragments d'actions ou d'ETF. Maintenant, quels sont les meilleurs ETF? Là, on arrive vraiment dans le dur. Pour commencer, je vais donner quelques noms d'émetteurs d'ETF, par exemple Amundi, BNP Paribas, BlackRock ou encore Vanguard. Quelques-uns des indices les plus populaires aujourd'hui avec leur performance que je vais te donner. La performance que je te donne, elle est sur 30 ans et elle est annualisée. Je précise quand même que les performances passées, eh bien, elles ne garantissent pas du tout les rendements futurs. Un indice peut très bien avoir fait 10% par an pendant 30 ans et demain ne plus faire que 5% par an pendant encore 30 ans. Donc c'est très important de savoir ça et de le prendre en compte quand on investit. Évidemment, on peut se baser sur les données historiques, mais il faut savoir que personne ne peut prédire l'avenir. Donc, en premier indice, on a le S&P 500 qui correspond aux 500 plus grosses capitalisations des États-Unis. Ils font un rendement annuel sur les 30 dernières années d'environ 10% par an. D'ailleurs, c'est un peu plus même que 10% par an. On a le Stoxx Europe 600 qui correspond donc aux 600 plus grandes entreprises en Europe qui lui fait autour de 8%. Pareil pour le MSCI World, là on va avoir les 1400 plus grosses capitalisations du monde. Et on a un rendement moyen d'environ 8% par an. Ensuite, un autre indice, c'est le MSCI Emerging Markets qui correspond au marché émergent. Environ 8% par an pour lui aussi. Là donc, on parle d'indices qui peuvent être réplicables si tu achètes un ETF. Donc finalement, le principe d'un ETF, pour que tu comprennes bien, eh bien, c'est de répliquer la performance d'un des indices que je viens de citer. Il faut savoir, évidemment, qu'il existe beaucoup d'autres indices. Mais les indices que je viens de te donner, eh bien, ce sont les plus populaires et probablement que si tu es débutant, tu devrais te diriger vers un de ces indices. Maintenant que tu as peut-être une idée un peu plus précise de quel indice tu voudrais répliquer, eh bien on va voir ça un peu plus en profondeur dans cette partie. Déjà, il faut savoir que tu peux acheter plusieurs ETF. Il n'y a rien qui t'en empêche, tu peux avoir très bien plusieurs lignes avec plusieurs ETF. C'est un peu comme acheter des actions finalement. Ensuite, il faut savoir aussi que tu peux avoir plusieurs actions qui répliquent un même indice. D'expérience, je sais que certaines personnes ont tendance à trouver ça pas forcément nécessaire ou superflu, mais je pense que c'est toujours plus sécurisant de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Simplement, imaginons qu'un émetteur, par exemple Amundi, fasse faillite. Et bien dans ce cas-là, tu seras bien content d'avoir non seulement investi dans un ETF Amundi, mais aussi dans un ETF BlackRock. Après, il faut savoir, évidemment, c'est très peu probable qu'un émetteur comme Amundi fasse défaut du jour au lendemain. Voilà, on reste toujours dans une perspective assez peu probable, mais en vérité, on peut quand même trouver ça sécurisant d'avoir un ETF qui réplique le même indice, mais pas émis par le même organisme. Typiquement, un par Amundi et un par BlackRock. Maintenant, la question c'est aussi quel indice tu veux choisir de répliquer au travers des ETF que tu vas acheter. Continue dans la même lancée, quelques exemples, et je te donne quelques descriptions aussi qui peuvent t'aider à choisir. Donc on a le S&P 500 qui est très performant, mais du coup très concentré sur les États-Unis. En effet, il s'agit des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, donc on est exclusivement sur des US. Après, il faut relativiser parce qu'il faut savoir que 70% des revenus de ces entreprises ne sont pas générés aux États-Unis. Ça diversifie de facto la provenance des entreprises qui composent cet indice. CAC 40, donc pareil, on va avoir plutôt performant mais concentré sur un seul pays, en l'occurrence la France. Le MSCI World qui lui est un peu le bon élève parce qu'il est performant et il est aussi très diversifié. Un petit point d'ombre, cela dit, certes il est diversifié, mais une très grande partie de sa composition est forcément des entreprises US, parce que ce sont elles qui sont actuellement les plus capitalisées du marché mondial. Un autre exemple, le MSCI Emerging Markets, donc lui qui va se focaliser sur par exemple l'Inde et la Chine, tout ce qui est marché émergent, il va être performant et aussi diversifié. Voilà 4 indices qui te permettent de réfléchir, mais il faudra que tu pousses un peu plus loin la réflexion pour savoir comment toi tu souhaites t'exposer. Est-ce que tu veux être très performant de façon historique bien sûr, on se rappelle que les performances passées ne seront pas forcément les mêmes dans le futur. Est-ce que tu veux un indice très performant mais concentré sur un seul endroit, sachant que forcément ça comporte ses risques? Ou est-ce que tu veux quelque chose de plus large, avec pas mal d'entreprises différentes, dans des secteurs différents, dans des pays différents? En vérité, ça se joue souvent entre le S&P 500 et le MSCI World. Si tu as un profil assez ouvert au risque, tu peux aller sur le S&P 500, c'est ce que moi je fais à titre personnel. Ou si tu préfères un peu moins de risque, plus de sécurité, tu peux te diriger vers le MSCI World. Cela dit, il faut quand même rester prudent. Alors certes, ce sont des indices, certes, ils ont la fonction auto-nettoyante dont on parlait plus tôt, certes, ils ont des super performances passées,
Mais les rendements qu'on a pris sont annualisés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une moyenne. Cela signifie donc qu'il y a des années où ces indices ont fait 30% et d'autres où ils ont fait 5%. Demain, tu peux investir et te retrouver avec une perte de 30% le lendemain, juste parce que les actions ont perdu en valeur. C'est entre guillemets normal. Dans ces cas-là, je t'invite à ne pas vendre ta perte. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu gardes les actions que tu as déjà, en l'occurrence les ETF, tu les gardes. Pour profiter de l'effet annualisé, il faut donc attendre plusieurs années. Jusqu'à présent, la bourse, elle a toujours continué de croître et de grandir. Maintenant, comment choisir l'ETF en lui-même? Là, on rentre vraiment dans la précision parce qu'on va se diriger vers l'émetteur de l'ETF. Donc, pour bien choisir son ETF, on va comparer les frais qui existent. Pour un même indice, tu peux très bien avoir un ETF avec des frais de 0,15% par an ou avoir un ETF avec 0,5% par an. Pour voir les frais, tu peux consulter les fiches et les documents informatifs que tu peux trouver sur par exemple le site Boursorama ou le site Fortuneo à propos de ces ETF. Je vais te montrer juste après comment on peut trouver tout ça. Ensuite va rentrer en jeu le prix de la part. Comme on l'a déjà dit plus tôt, si tu as une part à 500 € et que tu veux investir 100 €, bah tu es un peu bloqué. Donc la solution dans ce cas-là, ça va être de choisir un autre ETF avec une valeur de part moindre. Un exemple concret pour le MSCI World au sein du PEA. Il y a deux ETF assez connus, le Amundi MSCI World qui a une valeur de part d'environ 500 € et le MSCI World iShares de BlackRock qui lui a une valeur de part de 5 €, presque 6 € je crois à l'heure actuelle. Donc si tu veux investir 100 € par mois, c'est beaucoup plus simple d'acheter un ETF avec une valeur de part beaucoup moins élevée. Si tu as 100 € par mois et que tu veux acheter un ETF à 500 €, tu vas devoir attendre 5 mois et je vais te prévenir que c'est pas forcément une bonne stratégie. Le fait de rester 5 mois en dehors du marché en accumulant 100 € par 100 €, eh bien tu vas perdre énormément de performance. Par exemple, tu pourrais aussi rater des dividendes que tu aurais eu si tu avais été investi dès le départ. Donc pour ça, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu vas prendre un ETF avec une valeur de part qui est beaucoup moins élevée. Après, si tu peux investir plus de 500 € par mois, eh bien il n'y a pas de raison à ce que tu ne prêtes pas l'ETF à 500 €. Il faut juste que tu compares les frais, éventuellement si c'est éligible ou pas au PEA si tu investis au travers du PEA. Après, tu as un autre paramètre un peu plus compliqué dans lequel je ne vais pas trop rentrer en détail, mais globalement, tu as les liquidités et l'encours. Plus un ETF est connu, populaire, et plus il y a de liquidité à l'intérieur. La liquidité du marché, ça va être un paramètre qui va te permettre de vendre plus ou moins vite. Alors, avant de te détailler quelques stratégies d'investissement, je vais faire un tutoriel pas à pas pour choisir son ETF et aussi pour passer un ordre sur un courtier en ligne ou une banque en ligne. Moi, en l'occurrence, ça va être Fortuneo parce que c'est ce que j'utilise pour mon PEA. Alors, imaginons que tu veuilles investir dans le MSCI World. Dans ce cas, tu vas tout simplement taper sur internet MSCI World et je rajoute ETF. Tu vas tomber sur le MSCI World d'Amundi dont je parlais tout à l'heure qui est à peu près à 600 €. Toi, j'étais même encore un petit peu en dessous de la valeur de part réelle. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a comme information? Eh bien, on a ici la valeur de part qui est donc de 592 €. On a la progression que ça a fait depuis l'ouverture ce matin. On a ici un élément hyper important qui s'appelle le code ISIN, qui va te permettre en fait de retrouver assez facilement sur Fortuneo ou sur un autre courtier en ligne l'ETF. Donc nous on va pas vouloir cet ETF pour cet exemple, parce qu'en fait j'ai déjà passé mon ordre du mois et je n'ai plus 500 € ou 600 € même à mettre dans mon PEA ce mois-ci. Donc on va prendre un ETF moins cher, toujours MSCI World, mais cette fois-ci on va prendre l'iShares de BlackRock. Pour être sûr de trouver l'ETF qui nous correspond, par exemple moi si je veux investir dans le PEA, on peut rajouter PEA. Ça nous permettra d'être sûr qu'il est bien éligible au PEA. Donc voilà l'ETF dont je parlais tout à l'heure, qui finalement a la même performance du coup que celui d'Amundi depuis ce matin. La valeur de part elle est de 6 € environ. On voit qu'il est bien éligible au PEA. On a d'autres infos qu'on peut un peu détailler. Le risque du fonds pour un ETF, l'AMF en France note le risque à 4/7. Donc c'est un risque relativement élevé, mais ça reste assez correct. C'est pas très risqué. Je reviens sur le code ISIN qui est juste là. Donc on va pouvoir copier ce code pour pouvoir le rentrer sur notre courtier en ligne et passer l'ordre. Donc une fois qu'on a le code ISIN, c'est très simple. Il suffit de le coller ici
et ça va nous emmener directement vers l'ETF que l'on souhaite acheter et qu'on a choisi auparavant. Vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes informations que sur Boursorama. On a un indice de risque à 4 sur 7. On retrouve la même performance. On voit qu'il est éligible au PEA au compte titre, en l'occurrence. Et en plus, ici sur Fortuneo, on a le doc d'information DIC qu'on va consulter. Et on va rapidement aller regarder les frais. C'est donc quelque chose que je vous invite à faire, de consulter la fiche informative de l'ETF que vous souhaitez acheter. On voit que les frais de gestion et coûts administratifs sont de 0,25% par an du montant que vous avez investi. Donc ce qui est relativement assez faible. Pour 10 000 €, eh bien on va payer 25 € de frais par an à l'émetteur de l'ETF. Une fois qu'on a vu ça, eh bien on peut tout simplement passer l'ordre. Je vous invite quand même à regarder bien en détail un peu tout ce qui concerne l'ETF. Vous allez avoir plusieurs champs à renseigner. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un achat. On veut payer comptant. La quantité, on va mettre 1. Et la validité au jour. Moi, en l'occurrence, je suis hors jour boursier, je tourne un samedi. Donc mon ordre sera effectué quand la bourse ouvrira à 9 h lundi. Type d'ordre. Alors il existe plusieurs types d'ordres. Si vous voulez vraiment optimiser, vous pouvez. Mais moi, ce que je conseille, quand on est débutant en tout cas, c'est de faire un ordre au marché. Ça veut dire que l'ordre il va s'exécuter au montant défini par le marché. Ça peut faire perdre un petit peu de performance, mais sur des montants type 100 €, 500 ou même 1000 €, c'est vraiment négligeable. Honnêtement, c'est négligeable. Par contre, si vous passez des ordres plus grands, je vous invite quand même à regarder et à vous renseigner sur le type d'ordre. Donc au marché, donc voilà, l'estimation, ça va être à peu près 6 €. Il faudra rajouter les frais de courtage de votre courtier ou de votre banque en ligne, qui peuvent être assez variables. Moi, en l'occurrence, sur Fortuneo, j'ai un ordre gratuit par mois s'il est inférieur à 500 €. C'est quelque chose dont vous pouvez bénéficier. Vous pouvez très bien ouvrir un PEA sur Fortuneo. Moi, j'ai mis un lien, un code de parrainage en description si jamais ça vous intéresse. Et donc sur Fortuneo, vous avez un ordre gratuit par mois s'il est moins de 500 €. Donc ensuite, une fois que vous avez tout rentré, vous avez juste à cliquer sur acheter, confirmer. Si vous êtes sur Fortuneo, ça va vous donner les montants des frais que vous allez devoir payer. Donc par exemple, si vous voulez acheter 6 € d'ETF, en l'occurrence, ça va être un peu juste parce que vous aurez des frais en plus. Donc prévoyez peut-être 7 € pour être tranquille, sinon votre ordre ne pourra pas s'effectuer. Pour finir, maintenant que tu as vu comment choisir un ETF, comment passer un ordre et quel indice tu peux répliquer, eh bien on va voir les stratégies d'investissement. Je vais t'en présenter 2 dans cette vidéo qui sont en fait un peu les principes fondateurs de toute stratégie d'investissement. Alors pour aller plus loin, on va se dire qu'on a 10 000 € à investir. La première stratégie, ça va être le Dollar Cost Average, donc DCA, peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est assez populaire. C'est assez populaire parce que c'est très logique et très rassurant psychologiquement. Le DCA, ça va consister en l'achat régulier d'un certain montant d'actions ou d'ETF. Donc imagine que tu es 10 000 €, eh bien on peut se dire que tous les mois tu investis 1 000 €. Si tu as 1 000 €, eh bien dans ce cas tu vas investir 100 € par mois pendant 10 mois. C'est vraiment une stratégie rassurante psychologiquement, mais elle n'est pas forcément la plus efficace pour placer une grosse somme. En effet, on a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure, mais si tu n'es pas totalement dans le marché, eh bien tu risques soit de perdre les dividendes, soit de perdre de la performance. Après, le but dans l'investissement, j'ai pas trop abordé ce sujet dans cette vidéo, mais c'est quand même de dormir tranquille. On veut pas faire des cauchemars la nuit, on veut être serein. Donc pour être serein, parfois, eh bien ça passe par le fait de faire des concessions. C'est quand même très peu probable que le marché monte demain de 50%. Bon, c'est possible, hein, il faut quand même le savoir, mais c'est quand même improbable et dans tous les cas, tu seras sûrement plus rassuré parce qu'il y a autant de chances que le marché baisse qu'il monte. Donc voilà, de façon plus générale, le DCA, ça va être plus rassurant psychologiquement. L'autre stratégie, du coup, tu l'auras deviné, c'est de tout investir en un seul ordre, en un seul coup, sur une seule journée et même une seule minute. Imaginons donc que pour 1 000 €, eh bien, tu investisses tout un certain jour et que tu ne repasses pas d'ordre. Maintenant, l'idéal, ce serait que tu aies une portion de ton budget mensuel qui soit allouée à tes investissements. Donc ça va être à toi de décider ce que tu veux faire ensuite. Est-ce que pour cette part de ton budget mensuel, est-ce que tu es prêt à faire du lump sum? Donc c'est-à-dire, imaginons un budget de 200 € que tu alloues à tes investissements sur les ETF. Eh bien en lump sum, ça voudra dire que tu investis 200 € le premier du mois, ou le jour du mois que tu veux, vraiment, ça c'est toi qui choisis. En DCA, ça voudrait dire que tu fais plutôt tous les lundis du mois, 4 fois dans le mois, du coup, 50 €.
Donc ça, c'est les deux stratégies principales. Elles ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Je considère que quand on investit une partie de son salaire tous les mois, en soi, on fait du DCA. À voir si on refait du DCA sur le DCA. Ça peut être rassurant hein, de se dire bon, bah, j'investis que 50 euros cette semaine et si ça monte comme ça, bah, j'aurai quand même 50 euros d'investi. Et si jamais ça baisse, c'est super, je vais pouvoir racheter la baisse dans le même mois et mettre 50 euros encore. Bon, les deux se tiennent. Moi, ce que je fais perso, c'est que je mets la somme que je veux mettre tous les mois le premier. J'investis le premier du mois. Comment faire pour investir directement son argent? Eh bien, un conseil que je donne tout le temps, en sachant que c'est pas un conseil en investissement, c'est juste un conseil global. Dès qu'on reçoit son salaire, l'idéal c'est d'avoir un virement automatique qui envoie une portion du budget qui est alloué à l'investissement. Et bien cette portion, il faut qu'elle soit envoyée automatiquement soit sur le PEA, soit sur le compte titre. Comme ça, toi derrière, tu as juste à faire l'action d'acheter l'ETF ou les actions que tu veux. Et tu n'as plus besoin de penser à sortir la portion que tu veux allouer parce qu'elle le sera déjà de fait. Ça te permet d'avoir un budget certes plus restreint, mais qui comporte une partie pour les investissements.